Maintenant, je sais que la meilleure chose à faire quand tu es chanceux, c'est de garder ça pour toi. C'est toujours le même scénario. Je travaille à l'hôpital, il est tard dans la nuit, et tout semble être sous contrôle. Pas de chaos, pas d'urgence de dernière minute, les patients sont stables. C'est calme. Alors, je me permets de souffler un peu. Peut-être même de dire à voix haute ce que tout le monde pense, mais n'ose jamais dire, c'est plutôt calme ce soir. Si seulement j'avais su. Le simple fait de prononcer ces mots suffit à déclencher une chaîne de catastrophes. Quelques minutes après, un appel arrive. Un patient qui arrive en urgence avec des symptômes bizarres. Puis un autre, plus grave, un accident de voiture avec plusieurs blessés. Je commence à courir dans tous les sens, à gérer les codes rouges, et à coordonner les soins. Et là, en plein milieu du chaos, je réalise que j'ai ouvert la porte à une véritable tempête. Tout ce que j'avais fait, c'était dire que c'était calme, comme une fausse note dans une symphonie. La phrase fatidique a déclenché la tempête, une série d'événements imprévus qui débarquent tous en même temps, me submergeant sous une montagne de travail. J'ai appris à mes dépens que, à l'hôpital, dire « c'est calme » c'est comme provoquer le destin. Comme si l'univers, ou peut-être juste le karma, décidait que tu ne devais pas t'avouer que tout allait bien. Dès que tu l'oses, tout va mal. La machine à chaos se met en marche, et tu t'y retrouves englouti, à courir dans les couloirs, avec l'impression d'être à la fois une victime et un héros de la situation. Alors maintenant, même quand c'est vraiment calme, je garde ma bouche fermée. J'essaie de ne même pas y penser, car je sais que tout ce que ça prend, c'est une phrase innocente pour que tout parte en vrille. C'est une règle non écrite du service, ne jamais dire que c'est calme. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'as plus de contrôle. C'est une superstition qui m'a toujours intrigué. Chaque fois que j'éternue de manière complètement aléatoire, j'ai cette étrange conviction qu'il y a quelqu'un qui est en train de penser à moi ou de parler de moi. Ce n'est pas juste une pensée vague, c'est quelque chose de presque palpable, comme si l'univers me disait que mes pensées sont en harmonie avec celles des autres. Je me souviens d'une fois, je venais juste de sortir d'un magasin, et alors que je marchais dans la rue, un éternuement incontrôlable m'a pris. En toute honnêteté, je n'étais même pas malade, rien n'avait déclenché ça. Mais à ce moment-là, je me suis tourné vers la personne qui passait à côté de moi, et je me suis demandé, est-ce que tu es en train de parler de moi? J'avais cette impression. C'était comme si cet éternuement venait de me connecter à quelque chose, à une pensée lointaine. Au début, je pensais que c'était juste une coïncidence. Mais au fil du temps, chaque éternuement semblait suivre un schéma. J'étais en train de discuter de quelqu'un avec un ami, et quelques secondes après, un éternuement soudain. Ou je pensais à un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, et voilà que je rends visite à quelqu'un et un éternuement. C'est devenu une sorte de règle non écrite pour moi. Si je me trouve en train d'éternuer, quelqu'un doit être en train de penser à moi ou de parler de moi, c'est inévitable. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je me suis fait une petite règle. Chaque fois que ça se produit, je me dis que c'est le destin qui essaie de me faire savoir que mes pensées, ou celles des autres, sont connectées d'une manière ou d'une autre. C'est comme un petit rappel que nous ne sommes pas vraiment seuls, que quelque part, quelqu'un pense à toi au moment où tu t'y attends le moins. Il y a des journées où tu sais que ça va être calme. La salle est presque vide, il n'y a que quelques clients, et tu t'ennuies un peu entre deux commandes. C'est là que l'idée te traverse l'esprit, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour me préparer un bon sandwich? Je m'active dans la cuisine. J'assemble les ingrédients que je trouve dans le frigo, du pain frais, un peu de viande, des légumes croquants, et un peu de sauce pour faire passer tout ça. Ça a l'air délicieux, et je suis déjà en train de saliver à l'idée de croquer dans ce sandwich. C'est aujourd'hui que je vais enfin manger tranquillement, me dis-je, le sourire aux lèvres. Mais alors que je viens à peine de terminer de préparer mon repas, la porte s'ouvre brusquement. Un groupe de 5 personnes entre, suivi de 2 autres clients. Mon cœur se serre.
Non, pas maintenant. Je regarde mon sandwich, si tentant, si parfait, et je me dépêche de le mettre de côté pour aller accueillir tout ce beau monde. Les commandes s'enchaînent à une vitesse folle. Je n'ai même pas le temps de respirer, à peine quelques secondes entre chaque client. Les commandes arrivent, je suis en train de courir partout, d'aller chercher des boissons, de préparer des plats, et tout à coup, je me rends compte que mon sandwich est là, sur le comptoir, complètement oublié. Quand enfin, la vague de clients se calme, je retourne vers ma table. Mon sandwich est maintenant froid, le pain ramolli et les légumes flétris. C'est la vie dans la restauration, tu passes ton temps à courir pour les autres, mais ton propre repas te passe sous le nez, refroidi et triste. Je soupire et prends une bouchée, en me jurant que demain, je vais vraiment réussir à manger pendant ma pause, ou pas. Je ne suis pas vraiment superstitieux. Enfin, c'est ce que je dis aux autres. Parce qu'en réalité, au fond de moi, j'ai toujours cette petite voix qui me dit « et si c'était vrai ?» Et une fois que tu commences à y croire, même un tout petit peu, c'est fini. La superstition s'infiltre dans ta vie, doucement, sans que tu t'en rendes compte, et à force d'y penser, tu la rends réelle. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « si tu passes sous une échelle, il va t'arriver une tuile. » J'ai rigolé. Évidemment, c'est absurde. Puis, par hasard, une semaine plus tard, je passe sous une échelle en pleine rue. Et qu'est-ce qui se passe? Je trébuche, je me tords la cheville. Rien de grave, mais suffisamment pour me faire réfléchir. Ce n'est pas la superstition qui a causé ma chute ou alors est-ce moi qui, inconsciemment, m'attendais à ce que quelque chose tourne mal? C'est là que j'ai compris, croire aux superstitions, c'est leur ouvrir la porte. C'est leur donner de la place dans ta tête, dans tes décisions. Tu fais attention à ce que tu dis, tu évites certaines choses, tu te crées des règles non écrites. Et ce que tu penses finit par influencer ce que tu vis. Un vendredi 13? Tu es tendu, tu t'attends à une galère. Et étrangement, quelque chose arrive. Pas parce que le jour est maudit, mais parce que toi, tu as transformé ta journée en terrain de jeu pour la malchance. Je me suis surpris à faire des trucs bizarres. Taper 3 fois sur du bois, éviter de poser mes clés sur la table, toujours mettre ma chaussure droite en premier, des petits rituels absurdes. Et pourtant, j'y tiens. Parce qu'à force d'y croire, ils prennent du sens. C'est moi qui les rends réels. Et si la vérité, c'était ça? Ce n'est pas la superstition qui a du pouvoir, c'est notre esprit. Notre capacité à transformer nos croyances en réalité. À force de penser qu'un truc va arriver, tu finis par te comporter comme si c'était inévitable, et ça arrive. Alors maintenant, je fais attention à ce que je crois. Parce que je sais que si je donne trop de pouvoir à une superstition, elle finira par s'ancrer dans ma vie. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie magie, la force qu'on donne à nos pensées. Il y a des choses qu'on apprend avec l'expérience, surtout quand on passe du temps sur l'eau. Certaines superstitions de marins, aussi vieilles que la mer elle-même, deviennent comme des règles non écrites qu'on respecte, même si on ne croit pas toujours à leur origine. Mais une chose est certaine, ces règles ont leur place sur mon bateau, et je ne les enfreins jamais. La première règle, c'est le rose. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais le rose, c'est interdit sur mon bateau. Et non, je ne parle pas des nuances douces et subtiles qui apparaissent parfois au coucher du soleil. Je parle du rose vif. C'est un sacré paradoxe, parce que, bien sûr, j'utilise des verres en caoutchouc de cette couleur pour la pêche au bar. C'est une règle que j'ai suivie depuis toujours. Pas de rose, sauf s'il est dans l'eau et qu'il est désigné comme tel. D'une manière ou d'une autre, ça semble faire la différence. Le rose, même pour la pêche, est une sorte de superstition à bord. Puis, il y a les bananes. Oui, tu as bien entendu, pas de bananes sur mon bateau. C'est l'une des superstitions les plus anciennes et les plus respectées parmi les marins. On dit que les bananes portent malheur, que leur simple présence peut faire sombrer un bateau ou entraîner une mauvaise pêche. Et je ne veux même pas tenter le destin.
c'est devenu une règle stricte. Peu importe si c'est une collation rapide, ou si tu penses que c'est une bonne idée d'avoir des fruits à bord. Non, pas de bananes. Si quelqu'un en apporte, il doit les laisser à terre. Certains pourraient dire que ce sont des vieilles croyances sans fondement, mais pour moi, c'est une question de respect pour l'héritage des marins. Ces petites règles, même si elles semblent étranges, ont un sens pour ceux qui les suivent. Sur l'eau, il y a déjà assez de variables imprévisibles sans ajouter des éléments qui perturbent l'équilibre. Il y a quelques années, j'étais convaincu que j'avais un pouvoir. Un pouvoir étrange et irrationnel, mais un pouvoir quand même. Si je portais quoi que ce soit avec le logo de mon équipe pendant qu'ils jouaient, je jinxais la situation. Et bien sûr, c'était totalement absurde. Mais après quelques matchs où, juste avant le coup d'envoi, je me retrouvais à porter mon maillot, et où mon équipe finissait par perdre, j'ai commencé à y croire. C'était devenu une sorte de superstition. Je me souviens du match contre nos plus grands rivaux. C'était l'événement de l'année, tout le monde en parlait, et chaque fan espérait que cette fois serait la bonne. Moi, évidemment, je me suis retrouvé devant mon placard, hésitant. Je voulais mettre mon écharpe, mon maillot, ma casquette, mais je savais que si je le faisais, j'allais déclencher une série de mauvaises choses. C'était aussi stupide que cela pouvait paraître, mais je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors j'ai pris la décision de ne rien porter. Rien du tout. Juste des vêtements neutres. Pas de traces de mon équipe. Et, ils ont gagné. C'était comme un signe, une confirmation que ce que je pensais n'était pas une simple coïncidence. Et tout à coup, la superstition est devenue une vérité absolue dans mon esprit. C'est ridicule, je sais. Mais comment pourrais-je risquer de tout gâcher pour un simple maillot, alors que cette victoire contre nos rivaux, c'était la seule chose qui comptait vraiment? Les coïncidences s'accumulaient, et je ne pouvais tout simplement pas me permettre de prendre ce genre de chance. Pas quand il s'agit de nos rivaux. Pas quand chaque match est une guerre. Mais bon, c'est aussi la beauté du sport, n'est-ce pas? Nous créons tous ces rituels et superstitions pour essayer de contrôler l'incontrôlable. Parce qu'au fond, même si c'est absurde, il y a toujours cette petite voix qui te dit « Et si cette fois, tu avais tort ?» Il y a des moments où je me demande si ma mère a un radar pour détecter le moment exact où je suis le plus occupé. C'est presque magique. Ce genre de moment où tu as 10 000 choses à faire, et la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un appel. Mais voilà, ma mère appelle. Toujours. Je me souviens de cette journée où je tentais de résoudre une équation qui semblait plus difficile qu'un voyage sur Mars, tout en essayant de préparer un dîner pour des amis qui arrivaient dans 1 heure, et de répondre à des emails urgents au boulot. Et là, au milieu de ce chaos, le téléphone sonne. Pas un appel banal, non. Un appel de ma mère. Je cherche mon téléphone, paniqué, en me disant « pas maintenant ». Mais bien sûr, il est tout au fond de mon sac, entre une boîte de mouchoirs, un chewing-gum et quelques pièces de monnaie. Je fouille, mais il semble qu'il s'est bien installé au fond du puits. Finalement, je le retrouve, je décroche, et la première chose qu'elle me dit, c'est « Oh, tu vas bien. Tu as bien mangé aujourd'hui ?» Comme si ce n'était pas le moment de discuter de ma santé. Je suis sur le point de faire exploser ma tête, et ma mère me parle de la soupe qu'elle a préparée hier. Je lui réponds, tout en essayant de rester calme, « Oui, ça va, je suis en train de résoudre des problèmes nucléaires ici, mais ça va. » Elle ne capte même pas la moitié de ce que je dis. À chaque fois, c'est comme si l'univers décidait que c'était le meilleur moment pour elle de m'appeler. Je rigole intérieurement, parce qu'au fond, j'aime ça. Peu importe combien je suis occupé, elle est là, à un moment totalement inopportun, pour me rappeler que la vie continue, même dans le chaos. Mais sérieusement, l'univers pourrait peut-être lui laisser une petite pause, non ? Peu importe combien de Mediator je m'achète, peu importe combien je pense en avoir de réserve, il y a toujours un moment où, au beau milieu de la pratique, je réalise que je n'ai plus de Mediator sous la main.
C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, il se volatilise dès que tu en as besoin. Je me souviens d'une séance de guitare où j'étais prêt à m'y mettre sérieusement. J'avais mes guitares prêtes, l'ampli branché, et toute l'énergie nécessaire pour jouer des heures. Mais, comme d'habitude, au moment de prendre mon Mediator, rien. Je fouille dans ma boîte à accessoires, je regarde dans le coin de mon étui de guitare, je fouille même dans les recoins de mon sac à dos. Toujours rien. Pourtant, j'avais dû en acheter au moins une dizaine la semaine dernière. Où diable sont-ils tout passés? C'est comme une malédiction. Chaque fois que j'en achète un paquet, je me dis que cette fois, ça y est, je suis prêt. Et chaque fois, après quelques jours, je me retrouve à chercher dans des endroits improbables sous le canapé, dans la voiture, entre les coussins du fauteuil comme si les Mediator avaient une capacité magique à disparaître quand je n'y pense pas. Et une fois que je suis enfin prêt à jouer, je me rends compte que j'ai encore une fois oublié d'en garder un à portée de main. J'ai même essayé d'en laisser dans des endroits stratégiques, un dans la poche de mon manteau, un dans le tiroir de mon bureau, un dans mon étui à guitare. Et pourtant, la règle reste la même. Je finirai toujours par avoir à déplacer tout ce qui est sur mon bureau, fouiller dans des coins où je n'ai jamais pensé à regarder, ou passer 5 minutes à chercher un Mediator avant de pouvoir commencer à jouer. C'est comme si l'univers avait décidé qu'il n'y aurait jamais de Mediator au moment où tu en as besoin. Et à chaque fois que je finis par en trouver un, c'est un petit moment de triomphe personnel, mais je sais au fond de moi que la recherche recommencera bientôt. Peu importe combien de Mediator je stocke, il y en a toujours un qui disparaît, me forçant à repartir en quête. Mais au fond, c'est aussi ça qui fait partie du jeu. C'est une petite malédiction d'artiste, une tradition bien étrange, mais qui fait que chaque moment où je trouve ce Mediator perdu, je me sens un peu plus accompli. Il y a des choses que tu finis par apprendre quand tu travailles dans le milieu hospitalier. Parmi les plus étonnantes, il y a cette règle non écrite, la pleine lune transforme tout. On pourrait croire que ce n'est qu'une superstition, mais je t'assure que c'est bien réel. Chaque fois que la lune devient pleine, on dirait que quelque chose change dans l'air. Les patients sont plus agités, et il y a toujours plus de naissances que d'habitude. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas que les choses sont plus mouvementées, mais il y a cette étrange énergie qui s'installe dans les couloirs de l'hôpital. Tu te retrouves à gérer des cas plus bizarres que d'habitude, des patients qui sont soit dans un état de confusion totale, soit dans un état d'excitation démesurée. On appelle ça les fous de la pleine lune. Peut-être que c'est l'alignement des astres, ou peut-être que l'air devient plus lourd, mais chaque fois que cette vieille lune brille dans le ciel, c'est comme si les gens perdaient une partie de leur rationalité. Et bien sûr, en même temps, il y a toujours ces petits miracles. Les bébés. Les mamans qui arrivent en urgence, souvent la dernière minute, avec des contractions à tout casser. C'est comme si la pleine lune les appelait à venir au monde, dans un tourbillon de cris, de pleurs et de premières respirations. Parfois, il y a des accouchements dans les couloirs, parfois dans les salles d'urgence, mais peu importe où, c'est toujours un moment magique, presque sacré. Mais la combinaison des fous et des bébés crée un tourbillon d'événements chaotiques. Le personnel court partout, essayant de gérer des crises de toutes sortes tout en accueillant les petits nouveaux dans ce monde. C'est un vrai défi de maintenir l'équilibre entre les urgences psychiatriques et les naissances. Il faut être prêt à tout, car la pleine lune est imprévisible. Je l'ai appris à la dure. Un jour, je pensais que la soirée allait être calme. Puis la lune est devenue pleine, et en quelques heures, l'hôpital est devenu un vrai terrain de bataille, des crises de folie et des enfants qui naissaient à tout va. Ce n'est pas qu'un cliché, c'est une réalité. Les fous et les bébés débarquent en même temps, et nous, on fait de notre mieux pour tout gérer. Alors, chaque mois, je me prépare mentalement. Je sais que, peu importe ce que j'avais prévu, la pleine lune va tout chambouler. Mais c'est aussi ça qui rend ce travail si unique et un peu fou. La superstition des comédiens, c'était juste une vieille histoire pour me divertir. Mais un soir, pendant une répétition de Macbeth, quelque chose a changé. C'était censé être une soirée normale. Un simple atelier de théâtre pour quelques comédiens amateurs.
Mais l'un d'entre nous, qui n'avait pas bien lu les règles, a dit le mot Macbeth en pleine scène. Tout a basculé. Tout d'abord, un éclair a frappé l'arrière du bâtiment. Pas un petit éclair. Un énorme coup de foudre qui a fait trembler les fenêtres du théâtre. Ça m'a fait sauter sur place. Tout le monde a regardé autour de lui, un peu gêné, mais sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Puis, alors que le bruit de l'orage commençait à s'éteindre, la lumière du théâtre a brusquement baissé, et les rideaux se sont ouverts sur une scène vide. Personne n'avait bougé. C'était comme si la pièce avait elle-même décidé de nous punir. On a eu un malaise collectif, et c'est là qu'un des acteurs a murmuré « C'est ce que vous obtenez quand vous prononcez son nom ». C'était une blague au début, bien sûr. Mais ce qui a suivi m'a fait réfléchir. Le directeur de scène, un homme très superstitieux, a immédiatement arrêté la répétition. « On ne prononce jamais ce nom ici », a-t-il dit, le regard sombre. Il nous a expliqué la vieille tradition, dès que le nom de Macbeth est prononcé dans un théâtre, le malheur s'abat. Pas juste de petites coïncidences, non, mais des malheurs dignes de ce nom, accidents, interruptions, panne, tout ça, et parfois bien plus grave. Et c'est là que tout le monde a commencé à s'agiter. Il faut sortir, tourner 3 fois sur soi-même, cracher et dire un juron, a crié l'un d'entre eux. L'air était lourd de nervosité. Pour être honnête, je pensais encore que tout cela n'était qu'une histoire pour faire peur aux débutants. Mais, après ce qui venait de se passer, je n'étais plus si sûr de moi. Alors, on a tous obéi. Nous sommes sortis en trombe, avons tourné 3 fois, craché sur le sol et crié un juron. Il y a quelque chose de curieux à devoir faire ce genre de choses pour se débarrasser d'une malédiction imaginaire, mais en ce moment-là, il n'y avait aucune place pour le scepticisme. Tout ce que je voulais, c'était que cette énergie étrange disparaisse. On est retourné dans le théâtre, et curieusement, tout semblait revenir à la normale. Pas de plus grand drame ce soir-là, du moins pas immédiatement. Mais le mal était fait. Je n'ai plus jamais prononcé le nom de Macbeth à l'intérieur d'un théâtre, même si tout ça me paraissait de plus en plus absurde. Mais à chaque fois que j'y pense, je me demande si ce n'est pas un peu plus que de la superstition. Et maintenant, chaque fois que je joue une pièce de théâtre, je suis encore un peu paranoïaque. Je n'ose jamais dire son nom. Parce que qui sait ? Peut-être que cette malchance attend juste le moment où tu seras le plus vulnérable. Et je ne compte pas tester cette théorie une seconde fois. Les ordinateurs, c'est censé être des machines. Des outils, rien de plus. Mais après un certain temps à travailler dans le milieu, j'ai commencé à me demander si tout ça n'était pas un peu plus mystérieux que ça. Parce que, tu vois, certains ordinateurs ils sont simplement maudits. Je travaille dans un bureau avec une équipe d'informaticiens et de techniciens, et on a tous une histoire à raconter à propos de cette fameuse malchance des PC. C'est assez fascinant, en fait. Certains ordinateurs, dès qu'ils arrivent, il y a cette atmosphère étrange qui les entoure. Ils tombent toujours en panne, peu importe ce qu'on fait. Les câbles ne se connectent pas, les programmes refusent de s'installer, et, bizarrement, dès qu'on commence à les utiliser, toute l'équipe a l'impression que quelque chose ne va pas. Je me souviens d'un PC en particulier. Il avait l'air tout à fait normal, tout neuf, tout brillant. Un de mes collègues, un technicien très respecté, a eu le malheur de le recevoir. À peine l'a-t-il allumé qu'il a eu des problèmes avec l'écran. Il a fallu qu'il le redémarre 3 fois avant que l'affichage ne fonctionne correctement. Ensuite, le système d'exploitation a planté. C'est juste un mauvais modèle, s'est-il dit. Mais chaque fois que quelqu'un touchait ce PC, un nouveau problème apparaissait. C'était presque comme si l'ordinateur nous en voulait, comme s'il était en mauvaise fortune depuis sa fabrication. Peu à peu, des histoires similaires ont commencé à émerger. Un autre collègue a reçu un PC qui a eu une série de bugs étranges dès qu'il a été allumé. L'imprimante n'a jamais voulu marcher avec lui. Chaque fichier qu'il ouvrait était corrompu d'une manière ou d'une autre. Comme si les mauvais sorts se concentraient autour de cette machine. Maintenant, chaque fois qu'un nouvel ordinateur arrive,
on attend toujours de voir s'il a cette aura. Si c'est un de ceux qui, dès le départ, auront des problèmes. Et je ne parle même pas des ordinateurs qui semblent être de bons modèles, mais qui nous causent des tracas sans raison logique. Ceux-là sont les pires. Parce qu'on se dit, pourquoi ça ne marche pas? C'est pourtant neuf. Et pourtant, on passe des heures à essayer de le réparer, pour finalement conclure que c'est la machine elle-même qui est maudite. Au final, on a tous commencé à y croire, d'une manière ou d'une autre. Certains PC arrivent déjà cassés dans nos bureaux, peu importe combien on essaie de les réparer. C'est comme si une mauvaise énergie s'était infiltrée dès la fabrication. Peut-être que ce n'est que de la superstition, mais après tout ce que j'ai vu, je ne suis plus aussi certain qu'un simple ordinateur soit juste une machine, peut-être qu'il y a un peu de mystère là-dedans, après tout. Plus tu cherches quelque chose, moins tu as de chances de le trouver. C'est comme si l'univers se liguait contre toi, jouant à cache-cache avec tes affaires. Et il n'y a rien de plus frustrant que de chercher un objet dans une pile de trucs et ne jamais tomber sur ce que tu cherches. Prenons ma boîte de couverts. Elle est censée être pratique, toute mélangée, un mélange de cuillères, de fourchettes et de couteaux, le tout dans un joli tas où chaque ustensile a sa place théoriquement. Mais au fond de cette boîte se cachent deux types de cuillères à café, celle avec des manches courts et celle avec des manches longs. À première vue, tout semble parfaitement équilibré. Et pourtant, quand je cherche une cuillère, ce sont toujours les mêmes qui m'échappent, celles avec le bon manche. Je fouille, je retourne la boîte, je pioche à gauche, à droite, mais non. Ce n'est jamais celle que je cherche. Si je veux une cuillère à café à manche long, je tombe toujours sur une cuillère à manche court. C'est comme une malédiction. Ça m'arrive à chaque fois. J'ai beau être minutieux, et essayer de ne pas m'énerver, c'est comme si l'univers avait décidé que ce jour-là, je ne trouverais que ce que je ne veux pas. C'est devenu une sorte de jeu cruel. Et plus je cherche, plus ça devient un défi. Mais je suis sûr d'une chose, si un jour je laissais la boîte tranquille, sans rien y toucher, la cuillère à café avec le bon manche finirait par se glisser dans mes mains, comme par magie. Mais tant que je suis là, à chercher, à fouiller, la loi de Murphy semble toujours s'appliquer. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne se limite pas à la boîte de couverts. Non, c'est chaque fois que je cherche quelque chose avec détermination, la chose fuit mes doigts. Peut-être que je devrais juste laisser tomber et accepter que les choses apparaissent quand elles en ont envie. Parce que plus je cherche, plus elles deviennent insaisissables. Un jour, peut-être, je finirai par comprendre ce qui se passe vraiment dans l'univers des objets disparus. Il y a des jours où ça semble être la tranquillité absolue. Je regarde l'horloge, il est presque l'heure de la pause, et je me dis qu'aujourd'hui, peut-être, ce sera calme. Pas de clients dans les parages, aucune commande en vue. Je me permets de respirer profondément, me détendre un peu, espérant profiter de cette rare accalmie. Mais je devrais savoir mieux. Parce que, comme dans toutes les bonnes histoires, la paix ne dure jamais. Juste au moment où je me dis, bon, je vais peut-être pouvoir souffler un peu, il arrive. Un client. Un seul. Et là, il commence à passer sa commande, tranquille, sans se presser. Je l'aide, lui rends son dû, et avant même que je n'ai le temps de reprendre ma respiration, il y en a un autre. Et encore un. Et un autre encore. Puis soudain, ça devient un tsunami de clients. Comme si une meute de consommateurs s'était réveillée en même temps, tous ayant décidé qu'ils voulaient la même chose, au même moment. C'est presque magique. En quelques minutes, je me retrouve à jongler entre les commandes, les demandes, les préparations. Le calme n'a duré qu'un instant. La file s'allonge, les clients commencent à s'agacer à force d'attendre, et tout à coup, c'est l'effervescence. J'ai l'impression que la nature des clients est de se regrouper, comme un instinct de survie, il suffit d'en avoir un, et le reste suivra comme des ombres. À ce moment-là, j'ai compris, les clients ne viennent jamais seuls. C'est comme une vague qui débarque. Tu n'as rien, puis tu as tout. C'est comme une meute de chasseurs qui surgit d'un coup.
Ce phénomène ne peut être que l'œuvre d'une intelligence collective invisible, qui attend le moment parfait pour faire son entrée. Alors, chaque fois que je vois un client arriver, je suis prêt. Je sais qu'il n'est que le premier d'une longue série, et qu'après, la période de rush commence. Ça fait partie du jeu. Mais sérieusement, un peu de préavis ne ferait pas de mal, non ? Je n'arrive jamais à comprendre ce phénomène. Chaque fois que je fais une lessive, c'est comme si un monde parallèle s'ouvrait dans ma machine. Je commence à trier mes vêtements, à les mettre dans le tambour, et je suis presque certain d'avoir mis toutes mes chaussettes. Mais au moment de les retirer, il manque toujours une. Peu importe combien je les cherche, ou que je regarde dans la machine, il y a toujours une chaussette qui a disparu. C'est comme si un trou noir l'avait aspirée. Mais ce n'est pas tout. Quand, enfin, je me résigne à accepter que ma chaussette s'est perdue à jamais, je tombe sur un couvercle de Tupperware. Un autre de ces maudits couvercles solitaires qui ont élu domicile dans ma cuisine, mais dont je n'ai jamais retrouvé le récipient auquel ils appartiennent. Comme si, d'une manière ou d'une autre, chaque chaussette qui disparaît se transforme, par magie, en un de ces maudits couvercles qui ne servent à rien. Je me suis demandé plusieurs fois où partaient toutes ces chaussettes. Est-ce qu'elles rejoignent un club secret de vêtements perdus, ou bien est-ce qu'elles s'échappent dans un univers parallèle, un endroit où les tupperwares se multiplient et les chaussettes se fondent dans l'oubli? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, chaque fois que je fais la lessive, je m'attends à voir apparaître un autre couvercle sans boîte. C'est devenu une règle non écrite, à chaque chaussette disparue, un couvercle viendra prendre sa place. Je me demande si, quelque part, il existe un univers parallèle où il y a des gens qui se battent pour retrouver leur couvercle de Tupperware perdu, pendant que des chaussettes se retrouvent à errer sans père. Un véritable échange de rôles. Je n'y croyais pas au début. La chance du débutant, c'était juste un cliché, quelque chose que l'on raconte pour expliquer des réussites inattendues. Quand on débute dans quelque chose, qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait, il n'y a pas de place pour la chance, seulement pour l'ignorance et l'instinct. C'était ma logique, en tout cas. Puis, je me suis inscrit à ce tournoi de poker entre amis. Je n'avais jamais joué sérieusement avant, juste quelques parties entre collègues de travail, mais là, c'était un peu plus formel, avec de l'argent en jeu. Je me rappelle encore avoir hésité avant de m'asseoir à la table. Tout le monde semblait avoir l'air tellement sérieux, connaissant les règles, les stratégies, les probabilités. Moi, j'étais là avec mes cartes, sans vraiment savoir comment les lire, en espérant juste ne pas faire une énorme erreur. Le jeu a commencé, et je me suis retrouvé avec une main plutôt médiocre. Mais bizarrement, la chance semblait être de mon côté. J'ai pris des risques, j'ai misé un peu plus que ce que je pensais être raisonnable, et à chaque fois, ça passait. Un bluff, une décision chanceuse, une série de cartes qui arrivaient exactement au moment où il le fallait. Avant même que je m'en rende compte, je me retrouvais en finale, contre des joueurs bien plus expérimentés que moi. Quand j'ai finalement gagné, tout le monde m'a regardé, un peu choqué. C'est la chance du débutant, ont-ils dit en rigolant. J'ai haussé les épaules, un peu embarrassé, mais je savais au fond de moi que c'était bien plus que ça. C'était la chance du débutant, mais aussi la chance du non-connaisseur. Parce que parfois, quand tu n'as pas encore appris toutes les règles et que tu n'as pas peur de faire des erreurs, tu es plus susceptible de prendre des décisions audacieuses. Et ça peut parfois payer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point cette victoire m'avait appris quelque chose d'important. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de ne pas trop réfléchir. La chance du débutant n'est pas seulement une question de hasard, c'est aussi une question de ne pas être paralysé par l'analyse. Parce qu'une fois que tu sais trop de choses, tu commences à douter, à hésiter. Et dans ce cas-là, la chance a tendance à filer entre tes doigts. Il y a une étrange règle qui semble se manifester dans ma vie, une règle que je n'ai jamais su expliquer, mais qui se répète, la mort vient par 3. Ce n'est pas un dicton que j'ai entendu quelque part, non.
C'est une observation personnelle, un phénomène qui, pour une raison que j'ignore, semble se confirmer chaque fois que je suis confronté à la perte. Il suffit que deux personnes proches de moi passent, et je commence à me poser cette question, presque comme un réflexe, qui sera le troisième? C'est une pensée qui me ronge, qui me rend nerveux. Chaque jour, je me demande si je vais recevoir un appel, ou si une autre tragédie va frapper. Et ça me consume. C'est comme une attente, une tension constante qui m'accompagne. Cette angoisse qui grandit à mesure que les jours passent et que je n'ai toujours pas de réponse à cette question. Mais voilà, quand la troisième personne part, c'est comme un soulagement, mais pas celui auquel on pourrait s'attendre. Parce que, au fond, je me sens un peu apaisé si c'est quelqu'un de lointain, un parent que je n'ai pas vu depuis des années, ou une connaissance vague. C'est un sentiment étrange, presque coupable, mais c'est là. Je sais que je ne devrais pas me sentir soulagé par la perte d'un être humain, mais c'est exactement ce que je ressens. Parce que, d'une certaine manière, cela signifie que les personnes qui me sont proches sont épargnées pour l'instant. C'est horrible de le dire, mais c'est la vérité. Et pourtant, cette règle ne me quitte jamais. Chaque fois que deux départs se produisent, j'attends, je tremble presque à l'idée que le troisième soit quelqu'un que j'aime profondément. Mais il y a aussi cette part de moi qui, quand il s'agit d'une perte moins proche, se dit qu'au moins, cette fois, ce n'était pas quelqu'un de tout proche. C'est une sorte de soulagement coupable, une question de perspective, mais c'est ainsi que ça fonctionne dans mon esprit. Et je sais que je ne devrais pas penser de cette manière. La mort est une tragédie, peu importe qui elle touche. Mais dans ces moments-là, je ne peux m'empêcher de me dire que si c'est quelqu'un de plus éloigné, je suis plus chanceux que certains. C'est une façon étrange de gérer la peur de la perte, mais c'est devenu mon mécanisme de défense. Il y a quelque chose que j'ai appris à la dure au fil des années, ne jamais, jamais sous-estimer tes adversaires et surtout, ne jamais devenir trop confiant. J'ai vu trop de fois des gens qui, dès qu'ils commencent à prendre un peu trop d'assurance, perdent tout ce qu'ils avaient gagné. C'est comme si l'univers attendait ce moment précis pour leur rappeler que l'humilité est essentielle, même dans la compétition la plus banale. Je me souviens de ce tournoi où, avant de commencer, je me sentais invincible. Je pensais que j'allais facilement gagner, que c'était déjà dans la poche. Et alors, à chaque fois que je disais quelque chose du genre « ce sera facile »,« je vais tous vous écraser », quelque chose allait de travers. Soit j'étais trop arrogant pour voir une erreur venir, soit je me laissais emporter par ma propre confiance, et c'était suffisant pour perdre toute concentration. À partir de ce moment-là, j'ai compris une règle très simple, ne jamais se vanter. Ne jamais, jamais trop parler de ta victoire avant de l'avoir obtenue. Chaque fois que j'ai gardé le silence, que je me suis concentré uniquement sur ce que j'avais à faire, les choses se sont déroulées beaucoup mieux. Mais dès que je me suis laissé emporter par la confiance excessive, la défaite était au coin de la rue. Quand je me lance dans une compétition maintenant, je garde ma bouche fermée. Peu importe que je me sente prêt ou que je sois convaincu d'être supérieur à mes adversaires, je préfère me taire et me concentrer sur l'action. C'est comme si, plus tu restes humble, plus les chances sont en ta faveur. Il y a une certaine force dans le silence et dans l'attente de l'action plutôt que de compter sur les mots. Et c'est marrant parce que je me rends compte que cette règle s'applique non seulement aux compétitions, mais aussi à la vie en général. Moins tu t'attends à tout, moins tu te vantes de tes succès, plus tu as de chances de réussir, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas de la chance, c'est de la concentration, de la stratégie et de la patience. Alors maintenant, chaque fois que je m'engage dans une compétition, qu'il s'agisse d'un jeu, d'une rencontre ou de tout autre défi, je garde le silence. Pas de grandes déclarations, pas de certitude. Juste moi et le jeu. Le 16 août, pour moi, c'est une journée maudite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si l'univers avait décidé que ce jour-là, il fallait absolument que quelque chose tourne mal. Depuis des années, ce jour-là a été synonyme de perte. Un membre de ma famille, un animal de compagnie, toujours quelqu'un ou quelque chose de précieux. Le plus frappant, c'est l'accident de voiture que j'ai eu un 16 août.
C'était un petit accrochage, rien de grave, mais tout de même. Ça m'a suffi pour que je fasse attention. Je ne planifie jamais rien d'important ce jour-là. C'est devenu une sorte de règle tacite, éviter le 16 août. Et, comme si ça ne suffisait pas, j'ai découvert que c'était aussi la date de décès d'Elvis Presley et de Babe Ruth. Ce n'est vraiment pas un jour à célébrer pour moi. Puis il y a ma superstition avec les numéros de téléphone. C'est étrange, je sais, mais chaque fois que j'ai commencé à sortir avec une nouvelle personne et que j'ai décidé qu'il était suffisamment sérieux pour sauvegarder son numéro dans mon téléphone, la relation se terminait immédiatement. C'était comme si, dès que je pensais que c'était officiel, quelque chose se brisait. Alors maintenant, même si je suis fiancé, je n'ai toujours pas enregistré son numéro. Je préfère garder ce vieux système, je l'ai mémorisé par cœur. Et voilà le twist, maintenant, même si je perds mon téléphone, même s'il s'éteint définitivement, je serai toujours capable de l'appeler. C'est une étrange forme de sécurité, je suppose, un petit confort que je me suis créé, juste au cas où. Ces petites superstitions, je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'en empêcher. Elles ont été là à chaque tournant de ma vie, et maintenant je vis avec. Ce sont des petites règles que je me suis imposées, mais au fond, elles me rassurent. Peut-être que, sans ces petites précautions, l'univers n'aurait pas de prise sur moi. Qui sait? C'est une règle non écrite, mais je la connais trop bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui me regarde, que ce soit un ami, un collègue ou même un inconnu, tout ce que je fais semble se dérouler de travers. C'est comme si l'univers décidait qu'il était temps de me rappeler que je suis loin d'être aussi compétent que je le pense. Je me souviens d'une fois où je faisais une présentation importante au travail. C'était un projet sur lequel j'avais bossé pendant des semaines, et j'étais convaincu que tout allait bien se passer. Puis, juste avant de commencer, quelqu'un a fait irruption dans la salle pour regarder la présentation en temps réel. Pas un simple collègue, non, mais la personne qui supervisait toute l'équipe. Instantanément, je suis devenu nerveux. Mes mains ont commencé à trembler, mes idées se sont emmêlées, et je me suis retrouvé à bafouiller chaque mot. Ce n'était pas un simple hasard. Je savais que dès qu'il y avait des yeux sur moi, rien ne se passait comme prévu. C'est pareil dans ma vie quotidienne. Si je joue à un jeu vidéo, je peux être au top de ma forme, enchaînant les victoires. Mais dès qu'un ami vient se poster derrière moi, tout part en vrille. La partie se transforme en une suite d'erreurs absurdes, de morts évitables et de mauvaises décisions. C'est comme si l'univers disait « Tu pensais vraiment que tu pouvais briller sous pression ?» Il y a aussi les moments où je suis en train de faire une activité qui me semble facile et naturelle, comme réparer quelque chose chez moi. Je suis concentré, tout roule. Puis, dès que quelqu'un entre dans la pièce, je fais tomber l'outil que j'utilisais, ou je me cogne contre le meuble. Et là, je vois cette personne qui m'observe, et je sens la pression monter. C'est comme si, dès qu'un regard est posé sur moi, je deviens une sorte de clown, incapable de réussir quoi que ce soit. C'est une sensation étrange, mais je commence à comprendre que c'est quelque chose que j'ai intériorisé. Dès que je me sens observé, je me mets à douter, à paniquer même, et ça impacte directement mes actions. Alors maintenant, je fais tout pour éviter d'être vu dans ces moments-là. Si quelqu'un arrive, je fais semblant de ne pas être concentré, je ralentis le rythme ou je fais une pause, juste pour éviter cette malédiction. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est là à regarder, tout peut déraper. C'est comme si l'univers, ou peu importe ce qui gère tout ça, se tenait là, juste derrière moi, en train de m'observer et de se dire « Ah, enfin, il est content. Voyons jusqu'où il peut aller avant de tomber. » À chaque fois que je commence à avoir un peu de chance, à voir la lumière au bout du tunnel, j'ai l'impression qu'un sort est jeté, et tout s'effondre aussitôt. Je n'ai aucune preuve tangible, aucune explication logique, mais c'est devenu une règle non écrite dans ma vie. Chaque fois que ça commence à aller bien, il y a toujours une sorte de contre-coup. C'est comme si j'étais maudit à un point où chaque petit progrès s'accompagne de quelque chose de bien plus gros et bien plus négatif juste derrière. Je me souviens d'un moment où tout semblait enfin se mettre en place.
Mon travail allait bien, j'avais même trouvé un peu de temps pour moi, un peu de paix intérieure. Je m'étais dit, peut-être que ça va durer. Peut-être que les choses commencent à enfin aller dans la bonne direction. Tout a explosé. La voiture est tombée en panne, une facture imprévue a débarqué, et le stress est revenu, mais cette fois, en 10 fois pire. Tout ce que je pensais avoir acquis, tout ce que je croyais stable, a été balayé en une journée. Cela arrive à chaque fois. Dès que les choses s'améliorent un peu, l'univers semble se dire « ce n'est pas assez bien pour toi ». Et tout va mal, encore plus mal qu'avant. C'est comme si un grand pouvoir invisible m'observait, attendant que je commence à respirer, juste pour me montrer à quel point ça ne va jamais vraiment bien se passer. Je sais que c'est absurde, mais ça commence à être une sorte de règle. Plus ça va bien, plus l'impact sera grand quand ça se casse la figure. Ça devient épuisant à force de devoir constamment me préparer à la chute, parce que je sais qu'elle viendra. Et chaque fois, je me demande, pourquoi ça doit être aussi dur? Pourquoi est-ce que, quand quelque chose semble aller bien, ça doit toujours s'effondrer? C'est une de ces petites ironies de la vie que j'ai fini par accepter avec un certain sens de l'humour. Chaque fois que je suis pressé et que je cherche désespérément une place de parking, ça ne manque jamais, soit toutes les places sont prises, soit il y a un embouteillage pour accéder à la zone. Alors je tourne, je fais des allers-retours, je tente ma chance dans chaque coin de rue et finalement, je me dis qu'il n'y a vraiment rien à faire. Quand je commence à me dire que je vais devoir marcher un peu, je repère une place, à 2 blocs de mon objectif. C'est loin, mais bon, c'est mieux que rien, et puis je suis déjà fatigué de chercher. Alors je gare ma voiture, je soupire, et je commence à marcher vers ma destination. Et là, comme par magie, alors que je fais mes premiers pas sur le trottoir, une place se libère juste devant l'endroit où je voulais aller. C'est comme une loi non écrite de l'univers, dès que je me résigne à garer ma voiture plus loin, une place se trouve juste là où je voulais être. Et c'est à ce moment précis que je me sens idiot, en me disant, pourquoi n'ai-je pas juste attendu quelques secondes de plus? Mais bien sûr, c'est toujours après avoir fait le choix de me garer plus loin que le miracle se produit. Je sais, c'est probablement une simple coïncidence. Mais ça m'arrive tellement souvent que maintenant, je suis presque convaincu qu'il y a une sorte de loi cosmique qui aime me voir marcher plus longtemps pour ensuite me récompenser par une place de parking parfaite. C'est comme si l'univers attendait que je baisse les bras pour me dire « Eh bien, si tu insistes, je vais t'aider, mais pas avant d'avoir fait ça. » Maintenant, chaque fois que je me retrouve dans cette situation, je sais que je vais devoir marcher un peu, mais je suis toujours un peu plus vigilant sur les places disponibles pendant que je marche, en espérant que l'une d'elles se libère juste à temps. Il y a certaines superstitions dans ma famille qui sont transmises de génération en génération, souvent sans explication logique, mais on y croit tous. L'une d'elles est particulièrement étrange, et je n'ai jamais osé remettre en question, si tu dors avec les cheveux mouillés, tu vas perdre la vue. Ça peut paraître ridicule, mais c'est une règle sacrée chez nous. Je me souviens encore de ma mère me rappelant toujours de bien sécher mes cheveux avant de me coucher, et si je ne le faisais pas, je savais que je risquais une réprimande. Je ne me souviens pas exactement quand cette superstition a commencé, mais elle a toujours été là. On m'a dit que si on ne la respectait pas, la fatigue accumulée à force de dormir avec des cheveux mouillés finirait par affecter la vue, et qu'on risquait de devenir myope. Dès mon plus jeune âge, je l'ai intégré à ma routine. Même en étant fatigué ou pressé, je me devais de prendre le temps de sécher mes cheveux avant de dormir, sous peine de compromettre ma vue. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'à mesure que je vieillissais, je voyais ma famille suivre cette règle sans jamais se poser de questions. Ce n'était même pas une option. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé une fois de dormir avec les cheveux mouillés pour tester cette superstition. Le matin suivant, je me suis réveillé avec les yeux un peu irrités, et ma mère m'a regardé d'un air grave, comme si c'était la preuve que tout était vrai. « Je t'avais bien dit », disait-elle. Et là, cette simple anecdote m'a convaincu que, peut-être, cette vieille croyance avait un fondement. Aujourd'hui, même si je sais que ce n'est probablement qu'une superstition, je ne prends aucun risque.
Que ce soit avant de m'endormir la nuit ou même avant une simple sieste l'après-midi, je m'assure toujours que mes cheveux sont bien secs. Parce qu'après tout, pourquoi tenter le destin? On ne sait jamais, et je préfère suivre cette règle étrange plutôt que de découvrir un jour que, peut-être, il y avait une part de vérité là-dedans. C'est une loi de l'univers que j'ai apprise à mes dépens, et c'est peut-être l'une des plus frustrantes. Plus tu fais d'efforts pour éviter quelqu'un, plus tu es certain de le croiser. C'est comme si le destin, ou peu importe ce qui contrôle tout ça, décidait de tester ta patience. Je me souviens de cette fois où j'ai eu une grosse dispute avec un ami. Après ça, je savais que je devais éviter cette personne pendant un moment, juste pour prendre du recul. J'ai évité tous les endroits où je savais qu'il serait, j'ai pris d'autres routes pour aller au travail, j'ai même changé ma routine juste pour ne pas le croiser. Et pourtant, je l'ai vu partout. Un jour, je suis allé au supermarché, et là, juste au moment où je tournais le coin du rayon, je l'ai vu. Il m'a regardé, j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vu, et je suis parti aussi vite que possible. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, je suis allé au parc, et là il était, assis sur un banc. Comme si la vie elle-même m'avait dit, tu ne peux pas fuir ce que tu dois affronter. Ce phénomène se produit toujours de manière bizarre. Dès que je décide d'éviter une personne, que ce soit à cause d'un conflit, ou juste parce que je ne suis pas d'humeur, l'univers semble se dire, tu veux l'éviter? Très bien, mais prépare-toi à la rencontrer là où tu t'y attends le moins. C'est presque comme un test. Un test de patience, de confiance ou de maîtrise de soi. Mais au final, c'est toujours pareil, plus tu essaies de t'éloigner de quelqu'un, plus tu es destiné à le rencontrer, même si tu as tout prévu pour ne pas y arriver. C'est presque devenu une règle dans ma vie maintenant. Dès que je me dis, je vais éviter cette personne à tout prix, je sais qu'un croisement imprévu va se produire. Je n'ai plus d'autre choix que d'accepter cette ironie de la vie. Il y a quelque chose de spécial, ou devrais-je dire, de sinistre, qui se passe après 3 heures du matin. J'ai toujours été un noctambule. J'adorais ces longues promenades solitaires dans les rues désertes, juste moi et la nuit. Ça me donnait un sentiment de calme, comme si j'étais seul à être éveillé, observant le monde sous un autre angle, loin de la frénésie du jour. Mais il y a une règle que j'ai vite apprise, après 3 heures, c'est là que les choses étranges commencent à se produire. Avant, j'aimais marcher jusqu'à ce que le soleil se lève. C'était presque une routine pour moi. Mais peu importe combien je pensais être en sécurité, j'avais cette sensation que la nuit devenait différente après 3 heures. C'était comme si tout ce que j'avais ignoré avant, tout ce que j'avais ressenti mais pas osé reconnaître, se manifestait soudainement. Des bruits qui n'avaient pas de source, des ombres qui semblaient bouger au coin de la rue, des murmures dans le vent. Je me souviens de cette fois où j'étais à mi-chemin de ma promenade, juste après 3 heures, quand soudainement tout a changé. J'avais l'habitude de prendre la même route, celle qui me ramenait près du parc, et je me sentais toujours en sécurité. Mais ce soir-là, il y avait cette sensation, cette lourdeur dans l'air, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Puis, sans avertissement, un bruit sourd, comme si quelqu'un m'avait suivi, brisa le silence de la nuit. J'ai accéléré le pas, mais ce bruit persistait, trop proche. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Juste l'obscurité. Mais je savais, au fond, que je n'étais pas seul. Je n'ai pas pris de risque. J'ai pris un autre chemin, un peu plus lumineux, mais là aussi, des choses étranges se sont passées. Les voitures garées semblaient plus silencieuses, comme si elles se cachaient, et les réverbères paraissaient presque défectueux. À chaque intersection, je ressentais un frisson. Comme si l'heure elle-même apportait son lot de mauvaises surprises. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de longues marches après 3 heures du matin. Je me suis mis à croire qu'il y avait une sorte de règle tacite, la nuit, aussi calme et paisible qu'elle puisse paraître, cache toujours des choses qu'on préfère ne pas voir. Et ça n'a jamais raté. À chaque fois que j'ai eu le malheur de me retrouver dehors après 7 heures, quelque chose d'inquiétant se produisait, une sensation de malaise, un accident, une rencontre inattendue.
Après 3 heures, c'est comme si tout devenait flou, incertain, comme si la nuit elle-même se réveillait pour tester ta peur. Aujourd'hui, je n'aime plus marcher à ces heures. C'est un petit détail de la vie, mais qui me rappelle qu'il vaut mieux ne pas tenter le destin. Parce qu'après 3 heures, la nuit n'est plus jamais la même. Je sais que ça va sembler complètement fou, mais je suis convaincu que mes appareils électroménagers m'espionnent. Pas dans le sens technologique du terme, non, pas avec des micros ou des caméras. C'est plus subtil que ça. Ils sentent quand je parle d'argent. Et ils réagissent. Crois-moi, c'est une théorie que j'ai développée au fil des années, à force de coïncidences trop étranges pour être ignorées. La première fois, c'était un vendredi soir. Je venais de recevoir une prime au travail. J'étais heureux, détendu, je me sentais enfin un peu à l'aise financièrement. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'audace d'en parler, à voix haute, dans ma cuisine. Avec cette prime, je vais peut-être pouvoir m'acheter une nouvelle télé, ai-je dit, insouciant. Le lendemain matin, le frigo faisait un bruit bizarre. Le soir, il ne refroidissait plus. Réparateur, devis salé, adieu prime. Coïncidence? 2 mois plus tard, rebelote. J'annonce au téléphone que j'ai un peu d'argent de côté, que je pense partir en vacances. Je dis ça à 3 mètres de ma machine à laver. Le soir même, elle commence à se bloquer, le tambour refuse de tourner. Et là, j'ai compris, il ne faut jamais parler d'argent devant eux. Surtout pas du mot « prime ». C'est comme un déclencheur. Ils l'entendent, ils se vexent, et l'un d'eux décide de faire grève. Depuis, j'ai mis en place une règle à la maison, discussion financière à l'extérieur, loin de toute prise électrique. Parce qu'il suffit que je laisse échapper un « je vais enfin pouvoir me faire plaisir », et là, le chauffe-eau commence à fuir, ou le lave-vaisselle clignote sans raison. Je sais, ça paraît absurde. Mais demande autour de toi, tu verras. Tous ceux qui ont osé prononcer le mot « bonus » dans leur salon ont vu leur aspirateur mourir dans la semaine. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la survie. Les appareils écoutent. Et ils sont rancuniers. C'est une superstition qui court dans ma famille depuis des générations, et bizarrement, elle n'a jamais failli. Ma grand-mère, une femme sage et pleine d'histoires anciennes, a toujours eu ce don étrange pour prédire des événements importants, surtout quand il s'agissait de la grossesse. Les rêves de poisson, elle disait souvent, sont le signe que quelqu'un dans la famille attend un enfant. Et à chaque fois, c'était vrai. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu cette histoire. Ma grand-mère nous a réunis un soir autour de la table, comme à son habitude, avec une tasse de thé dans les mains et un sourire mystérieux. Elle a parlé d'un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente, un rêve où elle se trouvait au bord d'un lac, entourée de poissons qui nageaient paisiblement. Elle nous a dit que, selon la vieille croyance, ce genre de rêve annonçait une grossesse à venir dans la famille. Quelques semaines plus tard, ma cousine nous a annoncé qu'elle était enceinte, et nous avons tous échangé des regards étonnés. Ma grand-mère avait encore raison. Depuis ce jour-là, je me suis surpris à prêter attention à ses rêves. Chaque fois qu'elle rêvait de poissons, j'étais sur le qui-vive, attendant la prochaine annonce de grossesse. Et à chaque fois, cela s'est avéré exact. Ma grand-mère n'a jamais été en erreur, et c'est devenu un petit jeu dans la famille. Elle a rêvé de poissons, prépare-toi, quelqu'un va annoncer une grossesse bientôt. Je sais que cela peut sembler un peu farfelu, mais dans ma famille, ce signe est devenu une sorte de tradition. À chaque fois que ma grand-mère nous parle de ses rêves, tout le monde se tend un peu, s'attendant à l'annonce de la bonne nouvelle. C'est une de ces petites croyances que l'on garde précieusement, presque comme un héritage familial. Parce que tant que ma grand-mère continue à faire ses rêves, on sait qu'il y a un bébé en chemin. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais eu tort. Il y a une règle que j'ai apprise au fil du temps, et c'est peut-être l'une des plus frustrantes. C'est ce phénomène étrange où, plus tu te dis qu'un résultat précis n'arrivera pas, plus il se produit. C'est comme si l'univers attendait que tu parles, que tu prononces cette phrase fatidique,
pour ensuite te prouver que tu as tort. C'est comme un mauvais tour que la vie te joue, mais c'est bien réel. Je me souviens de cette fois où je voulais vraiment obtenir une promotion au travail. C'était important pour moi, mais j'avais ce petit doute dans le fond de ma tête. Ça n'arrivera pas, je me suis dit, ils choisiront sûrement quelqu'un d'autre, je ne suis pas assez expérimenté. Et, bien sûr, j'ai passé des jours à ressasser ces pensées, à me convaincre que tout était déjà décidé. Alors j'ai commencé à me préparer mentalement à accepter le refus. Le jour de l'annonce des résultats est arrivé. Et tu sais quoi? Ils ont annoncé mon nom. Moi, le type qui ne croyait pas une seconde que cela allait se produire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et là, une pensée m'a traversé l'esprit, mais pourquoi ai-je toujours dit que ça ne se produirait pas? Je m'étais mis tellement dans la tête que ce n'était pas possible, que, d'une manière ou d'une autre, l'univers avait décidé de me prouver le contraire. Et voilà, ma prédiction que ça n'arriverait pas était complètement démentie. C'est la même chose dans tous les aspects de ma vie. Dès que je me dis « ce n'est pas possible », quelque chose dans l'univers semble se réveiller, et les choses prennent un tournant inattendu. Que ce soit dans les petites choses comme un projet qui semblait voué à l'échec ou dans des situations bien plus importantes, dès que je déclare qu'il est impossible d'atteindre un objectif, il devient soudainement une réalité. C'est comme si, en fait, en énonçant mes doutes, je donnais à l'univers un signal clair qu'il était temps de me prouver que je me trompais. C'est à ce moment-là que les choses commencent à s'arranger contre toute attente. Mais la prochaine fois, je suis sûr d'une chose, je vais essayer de ne plus jamais dire que quelque chose n'arrivera pas. Parce qu'à chaque fois, ça semble vraiment se réaliser. Une façon étrange, mais très réelle, de jouer avec nos attentes et nos croyances. C'est une sorte de rituel étrange que j'ai adopté au fil des années, mais ça me paraît presque essentiel, surtout pendant les séries éliminatoires. Quand je regarde un match, que ce soit au stade ou chez moi, il y a un moment précis où je sens que si mon équipe marque un but ou gagne, je dois absolument reproduire tout ce que j'ai fait avant, jusqu'au moindre détail. Au début, je n'y prêtais même pas attention. Mais après quelques victoires consécutives, j'ai remarqué que chaque petit geste, chaque décision, semblait être en parfait alignement avec ce qui se passait dans le jeu. Si je me suis assis d'une certaine manière, ou si j'ai bu ma boisson d'une manière spécifique pendant un tir décisif, je devais refaire exactement la même chose pour les matchs suivants. Je n'étais même pas sûr de pourquoi ça fonctionnait, mais je savais que si je ne respectais pas cette règle, ça risquait de nuire à mes chances. C'est un peu comme un superstitieux en série. J'ajuste ma position, je me mets dans la même pièce, je refais exactement ce que j'ai fait pendant la journée. Parfois, ça va jusqu'à des détails absurdes. Si je me suis arrêté pour un café avant le match et qu'on a gagné, je dois refaire exactement le même trajet pour en acheter un avant le prochain match. Même les petites habitudes de la journée prennent de l'importance. Si j'ai fait quelque chose de particulier ce jour-là, il faut que je le répète avant chaque nouveau match. C'est comme une sorte de connexion entre ma routine et la chance de l'équipe. Je sais que ça semble un peu fou, mais quand on vit une série de victoires, il est difficile de ne pas être convaincu que tout ça y est pour quelque chose. C'est une manière de m'assurer que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour garder cette énergie positive autour de mon équipe. C'est un lien que je crée avec le jeu, quelque chose qui me donne l'impression de participer à la victoire d'une manière, même si c'est juste en respectant mes petites habitudes. Au fond, je pense que c'est aussi la magie du sport. Ce n'est pas seulement le jeu en lui-même, mais tout ce qui l'entoure. Les rituels, les croyances, et ces petites choses qu'on fait pour se sentir connecté à l'équipe, comme si chaque victoire était un effort collectif, même si, dans le fond, c'est juste moi et mes petites manies. Tu connais ce moment où tout semble parfaitement aligné, où ta chance te sourit et que tu te dis « ça, c'est trop beau pour être vrai ». Ce genre de pensée qui, pourtant, semble presque inoffensive. Mais je t'assure que dès que tu as cette pensée, c'est là que tout commence à se gâcher. Je l'ai appris à mes dépens, et je sais maintenant que c'est une règle non écrite de l'univers. Ne jamais, jamais, t'émerveiller de ta chance. C'est comme si l'univers attendait ce moment précis pour te rappeler que tout va trop bien. Et là, bam!
la roue de la malchance tourne. Une fois, j'avais gagné à un petit jeu de hasard entre amis. Juste un jeu anodin, mais j'avais eu une chance folle. Je rigolais, content de moi, et je me suis dit à voix haute, « Waouh, je suis vraiment chanceux aujourd'hui. » C'était comme un appel à la catastrophe. À peine mes mots se sont-ils échappés que tout a basculé. Quelques secondes plus tard, j'ai renversé ma boisson sur mon téléphone. Il a fallu 2 secondes pour qu'il se fiche totalement. Je l'ai redémarré, et il ne s'est jamais rallumé. 1 heure après, j'ai ouvert la porte de ma voiture, et le vent a emporté ma clé dans une flaque d'eau. Et ne parlons même pas de la panne de courant qui a frappé le quartier, juste au moment où je voulais regarder mon film préféré. C'était comme si l'univers avait décidé de me rappeler, d'une manière ou d'une autre, que quand tu te sens trop bien, tu dois t'attendre à la chute. Et je ne parle même pas de la fois où j'ai dit à haute voix, « Je suis vraiment en veine ces derniers temps, rien ne m'arrête. » Juste après, je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage géant pendant plus d'1 heure, puis, une fois arrivé à mon rendez-vous, la personne que j'attendais m'a laissé 1 heure sur le pas de la porte. Ce n'était plus de la malchance, c'était du pur karma en action. Maintenant, je sais que la meilleure chose à faire quand tu es chanceux, c'est de garder ça pour toi. Pas un mot, pas un sourire trop large. Parce qu'une fois que tu exprimes ta chance, c'est fini. La chute est inévitable. Et le pire, c'est si tu dis ces mots à voix haute, « Je suis chanceux ». Tu peux être sûr que, dès que tu prononces cette phrase, tu signes ta malchance. L'univers va te faire comprendre que la chance n'est jamais permanente. Alors, je garde ma bouche fermée. Je souris, je profite, mais je ne le crie pas sur les toits. Parce qu'une fois que tu dis que tout va bien, c'est là que tout commence à aller mal. Et croyez-moi, je ne suis pas prêt à tester ça une 2e fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.